Je vais parler aujourd'hui de Roland Barthes. Je vais donc dresser un portrait sur Roland Barthes. Euh, je travaille. Comment m'est venue cette idée, justement, de dresser un portrait de Roland Barthes? C'est tout simplement à partir d'un travail que je fais sur un long portrait du cinéaste algérien Farrokh Bloufa, qui s'intéressait beaucoup à Roland Barthes. Après ses études à l'IDEC, il avait d'ailleurs préparé un mémoire de fin d'études à l'École pratique des hautes études sous la direction de Barthes. Beloufa est connu pour avoir réalisé un très grand film qui s'appelle Nehla. J'ai toujours apprécié Barthes, cet homme capable de transformer les choses sans en donner l'air. Il aimait beaucoup Sophia Loren, patience singulière, aveu discret. Mais ce qui m'a surtout marqué, ce sont ses écrits sur le théâtre et son désir d'introduire Brecht en France, malgré l'opposition générale. Avec Bernard Dort, il lança la revue Théâtre populaire, magnifique par son engagement. Séduit par Marx et Sartre, Barthes s'attaqua violemment à l'élite bourgeoise qui refusait le Berliner Ensemble et Brecht. De cette rencontre naquit son refus d'un théâtre imparfait. Il disait ceci: Brest m'a fait passer le goût de tout théâtre imparfait, et c'est, je crois, depuis ce moment-là que je ne vais plus au théâtre. Brecht, héritier du théâtre grec, rendait au spectateur à la fois l'émotion et l'intelligence, là où tant d'auteurs européens avaient dépouillé la tragédie et la comédie athénienne de leur dimension politique et esthétique. Barthes lui aussi entre fulgurance et impasse. Ces longs textes universitaires comme le degré zéro de l'écriture ou éléments de sémiologie m'ont toujours semblé arides. Sa rencontre avec Grémas l'avait poussé vers le structuralisme, mais il s'en détacha dans les années 60, heureusement, comme Todorov d'ailleurs, pour retrouver la subjectivité, la complexité et le plaisir du texte. Ces fragments lumineux disent le monde de la culture de l'ordinaire. Dans Combat ou Camus régnait, il publiait chaque mois ses petites mythologies, clin d'œil à la tragédie grecque. En rompant avec l'analyse structurale, Barthes affirma que le critique devait assumer sa subjectivité. Ce, ce choix radical lui valut de nombreux ennemis dans l'université et la sphère intellectuelle, mais il insista sur le plaisir du texte, sur la jouissance et la relation érotique à l'écriture. Admirateur de Proust, il délaissa les nouveautés pour relire les anciens. Ce séminaire de sémiologie présuivi montrait l'importance de la subjectivité tout en rappelant la dimension sociale et historique de la littérature. Son livre sur Racine provoqua la colère des universitaires traditionnels, Roland Picard en tête, qui répliqua par nouvelle critique ou nouvelle imposture. Barthes répondit par Critique et vérité, ouvrage majeur, s'il en est, véritable révolution. Anticonformiste, il étouffait dans le carcan académique. Enfant de la bourgeoisie, il s'acharnait à déconstruire ses mythes, refusant l'idée d'un monde immuable. Ses ouvrages fragmentaires, Système de la mode, Fragments d'un discours amoureux, Sarrazine, Mythologie, ouvrent une nouvelle perspective, le sens comme processus, articulation d'instances multiples, enjeux historiques. Dans La Chambre claire, son texte sur la photographie
il interroge l'image avec la même intensité que dans son fameux essai sur la mort de l'auteur. Comme Sartre, il voyait dans l'écriture la révélation de l'engagement de l'écrivain. Sa distinction entre écriture blanche et écriture parlée reste discutable, mais elle souligne que tout texte est traversé par l'engagement et la socialisation du langage. C'est dans ces mythologies que se révèle le vrai Barthes, le critique qui déchiffre les marques idéologiques des discours, qui interroge les signes de la culture ordinaire, qui redéfinit les mythes modernes et fonde une sémiotique générale. Pour lui, toute lecture est subjective. Tout critique, écrivait-il, est invité à s'assumer comme être pleinement représentatif. Barthes était singulier, libre, indifférent aux normes et aux conventions. Certains universitaires, surtout à la Sorbonne, sont pressés de nier la rigueur de ces textes. Mais Barthes n'avait pas besoin de leur serment. Il avait déjà inventé une autre manière de lire, de penser et de vivre la critique. Barthes, dans ses dernières années, s'est affirmé comme un écrivain autant qu'un critique. Ces fragments d'un discours amoureux, paru en 77, en sont la preuve, un texte hybride, oscillant entre essai et littérature, où la subjectivité devient méthode. Il y déploie une écriture fragmentaire, proche de l'aphorisme, qui traduit son refus des systèmes clos et son goût pour l'inachevé. Avec l'Empire des signes, 1970, il s'ouvre à l'altérité culturelle, en particulier au Japon, qu'il décrit non pas comme une réalité ethnographique, mais comme un espace de signes à déchiffrer. Ce livre marque une rupture. Barthes n'est plus seulement le sémiologue des mythes occidentaux, il devient le voyageur des signes, celui qui interroge la différence et la pluralité des cultures. Dans La Chambre claire, 1980, son dernier ouvrage, il médite sur la photographie et sur la mort. L'image devient pour lui le lieu d'une révélation intime, le punctum. Ce détail qui transperce le spectateur, qui le touche au-delà du discours. Ce texte, écrit peu avant sa mort accidentelle en 1980, est aussi une méditation sur la disparition, sur la fragilité du regard et sur la mémoire. Barthes laisse un héritage paradoxal, critique sans dogme, sémiologue sans système, écrivain sans roman. Il a déconstruit les mythes modernes, dénoncé les illusions de la bourgeoisie, mais il a aussi ouvert la voie à une critique fondée sur la subjectivité, le plaisir et l'émotion. Son œuvre, faite de fragments, continue d'inspirer ceux qui refusent les lectures autoritaires et qui cherchent dans le texte non pas une vérité unique, mais une multiplicité de sens. Roland Barthes n'a pas seulement marqué son époque, il a profondément transformé la manière dont nous lisons, analysons et pensons la culture. Son insistance sur la subjectivité, sur le plaisir et sur la dimension sociale du texte a ouvert la voie à une critique littéraire affranchie des dogmes. Après sa mort en 1980, son influence s'est amplifiée. Ses mythologies restent un texte fondateur pour comprendre les mécanismes idéologiques qui traversent la vie quotidienne, la publicité, la mode, le sport, la politique. Il a montré que derrière chaque signe se cache une construction sociale et que le rôle du critique est de la dévoiler. Dans le champ universitaire, Barthes a contribué à déplacer la critique vers une approche interdisciplinaire, sémiologie, linguistique, anthropologie, philosophie. Ce séminaire à l'École des hautes études
en sciences sociales ont formé toute une génération de chercheurs qui, à leur tour, ont prolongé ces intuitions. Son idée de la mort de l'auteur a bouleversé la théorie littéraire. Le texte n'appartient plus à celui qui l'a écrit, mais à celui qui le lit. Cette conception radicale a nourri les débats avec Foucault, Derrida et d'autres penseurs du XXe siècle. Aujourd'hui encore, Barthes est lu non seulement comme critique, mais comme écrivain. Ses fragments, ses méditations sur l'amour, la photographie ou la mémoire touchent par leur intensité et leur beauté. Il a su faire de la critique un art et de l'art une critique. Barthes n'a jamais cessé de déranger. Ses textes, souvent fragmentaires, échappaient aux cadres académiques. Les universitaires traditionnels, notamment la Sorbonne, lui reprochaient un manque de méthode et de rigueur, mais Barthes n'avait pas besoin de leur validation. Il inventait une autre manière de penser la critique, une manière où la subjectivité, l'émotion et le plaisir avaient toute leur place. Ces mythologies restent un jalon essentiel. Il est décrypté les signes de la vie quotidienne, la publicité, le sport, la mode, pour montrer comment ils véhiculent des idéologies. Ce travail ouvrait la voie à une sémiotique générale capable d'interroger les mythes modernes et de révéler les structures invisibles du discours social. Dans Sarrazine 1970, il proposait une lecture éclatée de Balzac, refusant l'unité et la linéarité pour privilégier la pluralité des sens, avec un fragment d'un discours amoureux, 1977. Il transformait la critique en écriture littéraire, donnant voix aux émotions et aux obsessions du sujet amoureux. Enfin, La Chambre claire, 1980, méditation sur la photographie et la mort, fut son testament intellectuel, un texte intime où l'analyse se mêle à la mémoire et à la douleur. Barthes était un anticonformiste, enfant de la bourgeoisie. Il s'acharnait à déconstruire ces mythes, refusant l'idée d'un monde figé. Proche de Brest, il croyait que le monde est transformable et que le mythe se nourrit de la substance sociale et historique. Roland Barthes a fait de la critique un art et de l'art une critique. Ses écrits, qu'ils soient sémiologiques, fragmentaires, autobiographiques, continuent de nourrir la réflexion contemporaine. Il a montré que le texte n'est jamais clos, qu'il est toujours ouvert à l'interprétation et que le rôle du critique n'est pas de censurer, mais de révéler. Critique, plus de censure, place à la vérité. Cette formule résume bien l'esprit de Barthes, une pensée libre, subjective, mais toujours en quête de sens. Merci beaucoup.